Chers amis, chers et chers camarades, je m'exprime avant tout aujourd'hui pour ceux qui sont à l'honneur. Ce sont d'abord ces femmes et ces hommes, ces 9 camarades qui ont accepté de porter le drapeau de la CGT pour les élections des représentants des salariés au conseil d'administration de la SNCF. Et puis c'est vous, militantes et militants, responsables syndicaux, élus et mandatés, cheminots et salariés du groupe SNCF, qui allez être les fers de lance de cette campagne. Et c'est aussi vous, jeunes, sympathisants de notre organisation et pas encore adhérents, qui allez, je l'espère, entamer votre vie de syndiqué par une campagne électorale dans la perspective d'une action de grève nationale tout service après-demain. Enfin, je dois souligner le formidable travail militant de nos administrateurs sortants qui se sont engagés pour la CGT, mais aussi et surtout avec le souci permanent d'être utiles au service public, aux cheminotes et aux cheminots et salariés du groupe. C'est bien à vous tous, les acteurs de cette journée, que je souhaite avant tout saluer à mon nom et au nom de la direction fédérale. C'est parti. Notre campagne électorale démarre maintenant, dans ce lieu merveilleux qu'est le cirque d'hiver. Cet endroit, baptisé alors Cirque National et chargé d'histoire, Florent l'a dit. Un autre élément, il a été, il y a 141 ans, le 6 février 1871, c'est ici que s'est tenue la première assemblée générale de la Garde nationale. Tout va sortir la fédération qui conduira à cette période insurrectionnelle, mieux connue sous le nom de Commune de Paris. Si nous avons souhaité que cette initiative se déroule le jour d'une mobilisation des cheminots actifs et retraités sur un sujet aussi primordial que celui de la retraite, c'est parce qu'il s'agit d'un élément structurant pour l'ensemble de la société. La bataille pour des retraites par répartition basée sur la solidarité intergénérationnelle est un combat majeur, je dirais même essentiel. Avec la sécurité sociale, avec l'ensemble des services publics, le financement et les conditions d'accès à une retraite décente sont les piliers constitutifs d'une société plus juste et plus humaine. C'est par des victoires sociales sur ces thèmes que nous définirons le modèle sociétal que nous laisserons à la jeunesse actuelle et aux générations futures. Si nous ne prenons pas collectivement et très largement la mesure des enjeux, d'autres ont suffisamment conscience pour mobiliser leurs forces et faire pencher le pouvoir politique vers des décisions allant dans la continuité du précédent gouvernement. Le MEDEF et plus largement le patronat, mais aussi la sphère financière, n'ont pas tardé à s'organiser afin de mettre la pression sur le gouvernement nouvellement élu. Leur période de deuil, suite à la défaite de leurs favoris, a été de courte durée. Ils sont rentrés dans la bataille avec force, en utilisant toutes leurs armes, même les plus ignobles, pour faire reculer toute velléité gouvernementale allant dans le sens d'une autre répartition des richesses. Nous en faisons le constat lors des débats qui sont ouverts sur la sécurisation des parcours professionnels, sur les emplois d'avenir, sur les contrats de génération, sur les financements des retraites complémentaires AGIRC et ARCO, sur les budgets nationaux pour 2013, que ce soit celui de l'État ou sur la loi de financement de la sécurité sociale. Le patronat et ses alliés politiques pèsent de tout leur poids pour précariser les salariés et flexibiliser le travail, pour assouplir les règles de licenciement, pour s'exonérer du salaire socialisé et détourner le financement des protections sociales vers l'impôt via la CSG ou la TVA. Ils ne se sont pas trompés en soutenant ardemment le traité budgétaire européen, coécrit par Sarkozy et Merkel, car il acte la règle d'or et la réduction des dépenses publiques et place les budgets des États européens sous le contrôle des technocrates libéraux de la Commission européenne. Le fait que la majorité gouvernementale se soit associée à l'opposition ultralibérale pour voter ce texte sans créer les conditions d'un grand débat national et de l'expression citoyenne ne doit pas nous faire baisser la garde, bien au contraire. Les précédents traités n'ont jamais été strictement appliqués. Les dirigeants européens ont su être plus souples avec les règles
quand ils ont décidé de recapitaliser les banques privées par de l'argent public. Les critères de Maastricht ou de Lisbonne ont subi bien des entorses dans la période récente. Alors ce n'est pas un traité supplémentaire qui va nous empêcher de revendiquer et de pousser la mobilisation pour traduire nos exigences en conquête sociale. Le 30 septembre, nous étions 80 000 citoyens à défiler à Paris pour combattre ce traité et les mesures d'austérité qui lui sont associées. Le 9 octobre, nous étions plus de 90 000 salariés à s'être mobilisés sur le territoire à l'appel de la seule CGT pour l'emploi et l'industrie. Le 11 octobre, 12 000 retraités étaient rassemblés devant l'Assemblée nationale à Paris, mais des milliers d'autres se sont mobilisés partout en France devant leur préfecture. Le mouvement social se construit. Il est impératif de l'amplifier par des mobilisations interprofessionnelles, mais aussi par des luttes ancrées au plus près des salariés dans les entreprises. Ce week-end, plus de 100 000 Britanniques ont manifesté à Londres, Glasgow et Belfast contre les plans d'austérité imposés par le gouvernement Cameron. En Italie, ce sont des milliers de salariés qui ont envahi les rues de Rome pour combattre les mêmes injustices. Après la Grèce, l'Espagne, le Portugal, où la mobilisation ne faiblit pas, l'expression de la colère sociale gagne les pays du nord de l'Europe. C'est bien dans cette dynamique que nous devons faire converger nos forces et exprimer nos exigences sociales dans le cadre de la journée d'action européenne du 14 novembre prochain, à l'appel de la Confédération européenne des syndicats et des organisations qui la composent. La CGT a largement contribué à ce positionnement offensif de la CES contre les politiques d'austérité prescrites par la Troïka. Il nous appartient maintenant de le traduire dans les faits par un déploiement syndical dans les entreprises à partir des revendications sur l'emploi, les salaires, les conditions de travail et la protection sociale. Je m'adresse bien sûr à vous, militants et militantes de la Fédération des cheminots, secrétaires de syndicats, élus et mandatés à la SNCF, vous, les jeunes cheminots qui avez fait le déplacement pour cet événement, mais aussi à vous, militants de la Fédération des transports, salariés de Keolis ou de Géodis, filiales de la SNCF. Le temps de la mobilisation est venu, le temps de l'intervention de la CGT est là, il doit être présent à tous les niveaux, du national au local, au cœur des entreprises, en proximité des salariés. À ce moment, je vais formuler une autre demande, celle de vous rendre disponible, de libérer un peu de votre temps et de le mettre à disposition de vos UL et vos UD pour aller vers les salariés des très petites entreprises en participant à une autre campagne électorale. Ces salariés des TPE et TPI ont très peu d'espace pour la mobilisation. Ils sont soumis à une pression patronale de tous les instants. Ils ont d'autres difficultés que nous pour agir collectivement au regard de l'organisation même de leur travail et de la précarité qui les frappe. Il faut aller à leur rencontre, leur exprimer l'opportunité qui leur est offerte de voter pour des représentants syndicaux, la possibilité qu'ils auront d'être mieux organisés et de pouvoir porter des revendications collectives. Il faut les gagner à l'idée que leur vote CGT du 28 novembre au 12 décembre prochain sera pour eux une forme non négligeable de mobilisation et d'action qui va contribuer à l'élargissement du rapport de force. Je compte sur votre implication dans la dernière ligne droite de cette campagne inédite. Ce n'est pas une action militante pour d'autres, c'est vraiment une contribution militante pour faire gagner toute la CGT et plus largement tous les salariés. La campagne pour l'élection des administrateurs salariés du groupe SNCF que nous engageons aujourd'hui doit être construite sur la revendication et la mobilisation des cheminotes et des cheminots et des salariés du groupe. Le résultat obtenu par la CGT sera déterminant car il aura une interprétation politique majeure. Le score de la CGT aura une influence forte sur l'avenir de la SNCF et du service public ferroviaire national. Il pourra nous permettre de peser sur la stratégie du groupe de la SNCF pour aller vers les coopérations nécessaires entre EPIC et ses filiales fret et voyageurs, au lieu de poursuivre dans la trajectoire de la feuille de route de Sarkozy, basée sur la concurrence entre les cheminots de l'EPIC et les salariés des finances, pour nous entraîner tous vers le moins-disant social. C'est par la conjonction de nos forces que nous empêcherons de faire du dumping social le fil conducteur de la stratégie patronale. Le cheminot de la SNCF est mis en concurrence avec le routier de Calbersonne sur le coût du travail, thème préféré du MEDEF. Le conducteur de train de la SNCF est mis en compétition avec le chauffeur de bus de Keolis. Tous les patrons en jouent, en utilisent,
utilise cette bataille idéologique pour accroître la productivité, contraindre les salaires, réduire les conditions de travail et faire du chantage sur les acquis sociaux. Mais ne nous y trompons pas, les conditions sociales des salariés français de Géodis ou de Keolis sont mises en compétition avec les routiers de l'Europe de l'Est ou les chauffeurs de bus espagnols et portugais. Pour le patronat, l'affaiblissement social n'a pas de limite et surtout pas de frontières quand il s'agit d'exploiter le travail des femmes et des hommes. Nous avons mis à jour cette politique de casse économique et sociale avec l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire et la structuration de la SNCF à partir du pilotage de la branche SNCF Géodis sous la direction du sieur Blayot. Mais cette gangrène gagne tous les métiers, ceux de l'équipement, ceux du matériel, l'attraction, le contrôle, les services communs et transverses, les professions de l'accueil et du commercial voyageur, la filière à 27, comme la SUGE. IDBus, IDTGV ou Aspartam participent de la même démarche. Et n'en doutons pas, l'autre sieur Farandou est installé dans cette optique concernant les transports collectifs territoriaux avec sa branche SNCF Keolis. Cela me conduit à l'avenir du service public et de l'EPIC SNCF, celui de notre statut de cheminot et de notre réglementation sur le temps de travail. Le ministre délégué au transport doit s'exprimer la semaine prochaine et livrer les grandes orientations sur la structuration du système ferroviaire de l'avenir. C'est Guillaume Pépi qui a orchestré cette initiative, prenant comme prétexte les 75 ans de la SNCF. C'est lui qui pousse le gouvernement à se positionner, car ce qui se joue, c'est son avenir personnel. Sera-t-il ou pas le grand patron d'un grand groupe international de transport et de logistique pour satisfaire à ses propres ambitions? Ce jour-là, nous devons rappeler à nos dirigeants et à nos gouvernants que ce sont les militants CGT tels Pierre Assemar qui sont à l'origine de l'unification des réseaux privés en entreprises nationales pour répondre aux besoins de la nation en matière de transport ferré de voyageurs, mais surtout de marchandises. Nous ne laisserons pas détruire ce que les militants CGT et les forces politiques progressistes ont créé il y a 3/4 de siècle. La campagne électorale qui s'ouvre sera donc pour nous une opportunité pour la CGT de faire connaître nos propositions concernant le système ferroviaire et son financement, notre conception du groupe à partir des convergences et de la complémentarité nécessaires entre les différents modes de transport de voyageurs et de marchandises, la nécessité de réunir les salariés de RFF avec les cheminots de la SNCF dans la SNCF en abrogeant la loi de 97 et la loi ORTF, notre volonté de garantir pour l'ensemble des salariés du secteur ferroviaire un statut social et une réglementation du travail de haut niveau en prenant comme base minimale celle des cheminots de la SNCF. Ce sera pour nous l'occasion de mener le débat dans et hors de l'entreprise sur le service public ferroviaire, débat qui doit s'élargir à l'ensemble des services publics, garantir des services essentiels à tous les citoyens, garantir la continuité des services 24 heures sur 24, 365 jours par an, garantir l'égalité de traitement des populations, quelles que soient leurs conditions sociales ou leur lieu d'habitation, garantir la sécurité des circulations. Ces garanties nécessitent un statut et une réglementation du travail qui soient adaptés à ces exigences. Des cheminots formés, des cheminots qualifiés. Un cheminot ne s'engage pas professionnellement pour répondre à des exigences patronales ou financières. Il s'engage pour placer l'entreprise publique et l'offre de transport ferroviaire de fret et de voyageurs au service de la nation et des citoyens. C'est ce principe de l'indépendance. C'est sur ce principe de l'indépendance des agents de la SNCF vis-à-vis des pouvoirs politiques, de l'arbitraire économique ou administratif qui sont le fondement de notre statut. C'est pourquoi il est impératif d'expliquer aux cheminantes et aux cheminots, aux usagers, que défendre notre statut et nos conditions de travail, ce n'est pas se battre pour un précaré, mais que c'est bien lutter pour la pérennité et le développement du service public, notre bien à tous, un de nos acquis les plus chers. En face, il y a dans le paysage différentes options qui sont mises, qui n'ont d'autre finalité que de séduire Sim Kallas, le patron libéral de la Commission des transports européenne.
Nous mettrons dans le débat la voie du service public construite et proposée par les militants CGT. Cette voie du service public entre dans les clous des critères européens. Elle trouve sa pertinence dans le décloisonnement des activités et domaines pour une qualité de production par des établissements multi-activités dans une entreprise publique unique et intégrée. Elle pose l'exigence d'un vrai rôle stratégique de l'État, indispensable à la construction d'un service public national. Elle offre la possibilité aux régions politiques de prendre de nouvelles responsabilités dans la construction d'un transport public qui intègre la dimension régionale et nationale. Elle prend en compte la nécessité d'entretenir et de régénérer le réseau tout en maintenant une offre de transport optimale. C'est ça, relier la roue et le rail. Et enfin, notre proposition s'appuie sur des réalités économiques concernant le financement des infrastructures et la gestion de la dette, en donnant à l'État sa vraie responsabilité pour l'aménagement du territoire et l'offre de services d'intérêt général par la création de ressources nouvelles et pérennes, seules à même de préserver et de développer le maillage ferré du territoire. Vous le constatez, la CGT peut aussi s'exprimer sur le plan économique et stratégique, tout en portant des propositions qui vont dans le sens d'une société plus juste et d'une amélioration des conditions sociales des salariés. Il n'y a pas que ces économistes qualifiés d'experts qui nous assènent à longueur d'onde qu'il n'y a d'autre solution pour les salariés, les jeunes, les privés d'emploi, les retraités, que de se serrer la ceinture. Ils appellent cela le réalisme économique. Eh bien, notre réalisme à nous s'articule autour d'autres choix et nous en ferons la démonstration. Cette voie du service public ne sera entendue que si nous sommes en capacité d'élever le rapport de force. Et le rapport de force a deux nécessités, être fort et être efficace. Pour être fort et efficace, il faut être nombreux et organisés. J'engage chacun d'entre vous à faire grossir les rangs de notre organisation syndicale, à la renforcer, mais aussi à soigner ces outils fondamentaux que sont nos syndicats et leur qualité de vie. Pour être fort et efficace, il faut être convaincant. La journée de grève unitaire du 25 octobre initiée par la CGT, en appui de vos 200 DCI locales et régionales qui débutent demain soir, contribuera, comme la manifestation sur les retraites de ce jour, à ce que nous soyons écoutés. Mettons la pression au bon niveau sur Guillaume Pépi pour les salaires, l'emploi, nos conditions de travail, le respect de notre statut ainsi que la question du logement, comme l'a justement rappelé Véronique. Mettons la pression sur le gouvernement pour l'avenir de l'entreprise publique et du service public SNCF. Un haut niveau de mobilisation s'impose. Pour être fort et efficace, il faut rassembler les salariés. C'est bien le contenu de la démarche revendicative unitaire que nous construisons depuis des mois, du national au local, qui se traduit par cette action de grève tout service dans 2 jours. C'est aussi le sens de la démarche initiée par notre UFCM autour de la pétition unitaire vers l'encadrement. Nous sommes à près de 9 000 signatures pour la seule CGT. Notre objectif est de 10 000. Il doit être atteint afin de créer les conditions d'un rassemblement et d'une interpellation de la direction de la SNCF le 6 novembre prochain, jour du comité central d'entreprise. Pour être fort et efficace, il faut faire partager nos convictions. La campagne électorale qui s'ouvre servira, j'en suis sûr, à faire adhérer les cheminots à nos propositions. Ils le traduiront par le vote en février 2013. Nos adresses aux usagers ouvriront de nouvelles perspectives. Les États généraux du service public ferroviaire, initiés par notre fédération à partir de nos syndicats, seront une démarche déterminante dans la bataille des idées que nous bâtissons. Pour être fort et efficace, il faut être compris sur le champ revendicatif. Le changement de service 2013 s'annonce catastrophique pour les usagers et pour les cheminots. Eh bien, faisons du mois de novembre le mois de la lutte pour l'emploi et des moyens pour la voie du service public SNCF. À partir des réalités locales, exigeons des recrutements à statut. Le président de la SNCF annonce des embauches par pelletée de 10 000. Eh bien, faisons-lui cracher les emplois à statut sur tout le territoire par un ancrage local, des revendications et l'action collective.